Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des travaux de la Starbase du week-end. Alors vous entendez sûrement en son de ma voix que c'est moi, Mathias, et non pas Quentin qui vous accompagnera ce soir. En effet, cela fait plus de 2 ans que je travaille dans son équipe, que je produis également l'émission du samedi depuis sa création en août dernier, et c'est pourquoi il a décidé de temps à autre de me déléguer un peu son travail. J'en profite d'ailleurs pour le remercier pour sa confiance. Voilà pour les explications, et au programme de ce soir, nous allons d'abord revenir sur le rapport d'incident de l'entreprise concernant l'explosion de ces 2 étages lors du 2e vol. Un rapport, vous verrez, quelque peu consensuel. D'ailleurs, Philippe, qui répond à vos questions le mercredi, vous en touchera quelques mots. Nous avons également la date du 3e vol, alors pitié, n'allez pas m'incendier. Si au dernier moment SpaceX retarde le lancement, je tiens quand même à l'avis, d'autant qu'on va avoir pas mal de pain sur la planche, au vu des chantiers qui se poursuivent et s'intensifient au sein des différents sites de la Starbase. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on décolle pour le Texas. On profite de ces news légères avec l'équipe du journal de la Starbase pour dire encore un grand merci à Mauricio qui ne cesse de nous informer semaine après semaine grâce à ses nombreuses et fameuses prises de vue aériennes dont il nous gratifie sur sa chaîne RGV Aerial Photography. D'ailleurs, il nous offre ici un petit comparatif comme on les aime sur l'évolution de ce lieu plein d'effervescence où sont créés les prototypes. Je veux bien sûr parler du site de production dans la période de février 2021 à février 2024. Et vous vous doutez bien que pour partir de rien et arriver à ce stade de développement, SpaceX n'a non seulement pas chômé, mais en plus a dû au fur et à mesure embaucher des cerveaux et des bras pour construire tout cela. Alors ça tombe bien, parce que si vous cherchez un métier bien payé sur le sol des États-Unis, laissez-moi jouer les chasseurs de tête avisés pour vous. En effet, sur son réseau X, l'entreprise glisse dans sa présentation les postes qu'elle propose, un peu partout en Amérique. Elle cherche des soudeurs au Texas, mais aussi à Cap Canaveral, ou encore des techniciens à Washington. Bref, SpaceX embauche à tour de bras, alors si vous avez des compétences techniques et que l'aérospatiale vous branche, je vous conseille vivement de préparer votre candidature. Ah, on ne sait jamais, et qui ne tente rien n'a rien. Bon, et puis, si vous vous faites embaucher, on ne saura pas contre 2 ou 3 images de temps à autre pour nos émissions du journal de la Starbase. Nous allons nous rendre dans quelques instants sur le site de lancement, bien évidemment, mais avant cela, revenons un peu sur les différentes annonces de ces derniers jours, et au préalable, revenons avec Philippe sur ce rapport d'incident qui concerne le 2e vol et qui a été publié par SpaceX. Alors on ne va pas y aller par 4 chemins, il s'agit clairement d'une version édulcorée, politiquement correcte, donc médiatisable, et qui mérite quelques commentaires tout de même à chaud. L'explosion du booster serait due à un arrêt violent d'un des moteurs après séparation, d'autres moteurs ayant déjà été arrêtés normalement. Certes, il y a eu après séparation un grand nombre d'allumages et d'extinctions erratiques de moteurs provoqués par des défauts d'alimentation en ergol. Après une série de on-off un peu aléatoires, il est normal qu'un ou plusieurs moteurs aient rendu l'âme. Ce qui est moins normal, c'est qu'une explosion motrice entraîne toujours une destruction du booster, malgré le fort blindage déjà installé sur le B9. Il y aura encore de probables évolutions de ce côté. Le rapport évoque aussi un colmatage sur le filtre d'aspiration dans le réservoir d'oxygène liquide. Un filtre est un élément passif qui ne peut pas dysfonctionner dans un environnement normal. Le filtre en question ressemble plutôt à une grille à maillage assez large, dont le rôle n'est pas de filtrer de l'oxygène qui n'en a absolument pas besoin, mais de retenir d'éventuelles pièces métalliques qui traînerait dans le réservoir. Ce qui s'est probablement passé, c'est que le phénomène de sloshing, ou marteau d'eau dont nous avons déjà beaucoup parlé, a dû aplatir la cage métallique du filtre et obstruer partiellement l'écoulement de l'oxygène. 2 actions correctives donc, éviter la cause première, qui est le déplacement brutal des ergols dans les réservoirs lors de la séparation, et également renforcer la cage du filtre afin de le rendre plus résistant si un tel scénario devait se reproduire. Il est clair que SpaceX a du mal à admettre que le défaut principal initiateur de l'échec est la séquence de séparation trop violente, associée à un mouvement destructeur des ergols et fait porter le chapeau à un pauvre filtre qui n'y est pour rien. Le principal axe de travail reste la séquence de séparation qui doit être entièrement revue et adoucie.
Le rapport parle aussi d'une fuite d'ergol apparue dans le compartiment moteur du S-25 ayant mené à l'explosion du vaisseau sans sollicitation des FTS, ou Flight Termination System, donc les systèmes qui permettent de faire exploser les 2 étages de la fusée. Bon, ici aussi, SpaceX refuse d'admettre que le phénomène initiateur remonte très probablement à la séparation par hot staging qui a probablement occasionné des dégâts collatéraux sur le S-25. Mais chut, il ne faut pas remettre en cause ce choix sensible alors qu'une histoire de vidange en vol des réservoirs sert si bien de bouc émissaire. Une perte de communication avec l'ordinateur de bord est tout à fait possible, mais quelle importance sur un vaisseau qui est déjà en train d'exploser. Les actions correctives annoncées sont ici aussi de la poudre aux yeux. SpaceX parle d'améliorer l'efficacité de son système de protection incendie, plutôt que de rajouter des extincteurs. Ne vaudrait-il pas mieux revoir la protection et la résistance des lignes de tuyauterie contenant les ergols? Ici aussi, un léger retardement de la séquence d'allumage des moteurs du Starship permettrait de moins chauffer dans le compartiment moteur et de mieux préserver les équipements qui s'y trouvent. Enfin, chose promise, chose due, je vous en parlais en introduction, l'entreprise ne se contente pas de faire des rapports politiquement corrects sur ses ratés, mais elle essaie également de tenir les délais irréalistes de son PDG. Pour rappel, Elon Musk avait précisé que le second vol aurait lieu lors du second week-end de mars, à partir du 8 plus exactement. Bon, comme vous pouvez le constater sur cette annonce de programmation de la diffusion du 3e vol, SpaceX indique finalement le jeudi 14 mars à partir de 12h30 heure française, et donc pour le Texas, il sera 7h du matin. Alors bien sûr, la FAA, à l'heure où j'écris cette vidéo, n'a pas encore donné son feu vert, même si selon Christian Davenport, source de confiance, puisqu'initié et reporter pour le Washington Post, l'agence américaine ne devrait pas tarder maintenant à donner son accord. Bon, quoi qu'il en soit, on surveillera cela de près avec Quentin parce qu'il a bien l'intention de vous faire un live ce jour-là. Autre annonce, celle du fameux plan de vol de la 3e tentative de SpaceX relayée par Ellie in Space, selon laquelle le S-28 ne finirait pas sa course finalement au large des côtes d'Hawaï, comme cela avait été prévu pour le dernier vol, mais viserait cette fois l'océan Indien. Un plan de vol qui par voie de conséquence serait raccourci d'1 heure, 4 minutes et 39 secondes précisément. Et oui, puisque le Starship n'ira pas jusqu'au large des côtes hawaïennes, si toutefois il survit cette fois-ci à la phase de séparation à chaud. Alors ok, je taquine un peu, mais il ne faut pas oublier que rien n'est gagné, même s'il est intéressant de lire l'annonce en elle-même sur le site de l'entreprise. En effet, SpaceX, toujours aussi optimiste, réaffirme ses ambitions et sa volonté de réussir les différentes étapes lors du 3e vol, avec dans l'ordre chronologique, l'ascension maîtrisée des 2 étages et leur séparation à chaud, puis un test d'ouverture et de fermeture de la porte cargo du vaisseau, le test de transfert de carburant, le tout premier réallumage d'un moteur Raptor dans l'espace et une rentrée atmosphérique maîtrisée. En tout cas, on l'espère. Vaste programme. Et pour l'anecdote, Zach Golden, notre Sherlock Holmes de la Starbase, a une petite requête pour cette 3e tentative et je ne résiste vraiment pas à la tentation de vous en faire part. Cher SpaceX, pourriez-vous envisager, je vous prie, un lancement de nuit pour le vol numéro 3 ? La probabilité d'un brouillard dense à l'heure normale de lancement, soit environ 8h du matin, serait absurdement élevée. Merci d'avance. Ah, sacré Zach Golden qui anticipe, en bon technicien, les éventuels problèmes de météo. Bon, ceci dit, il n'a pas tort, un live sans image, un lancement de Starship qui serait confisqué par le brouillard, ça risquerait de gâcher un peu la fête, mais on croise les doigts. Allez, retournons maintenant sur le site de lancement très rapidement. 2 réservoirs ont été aperçus récemment alors qu'ils étaient en train d'être livrés. Bon, alors même si nous n'avons pas d'autres précisions à cette heure, il semblerait bien que ces 2-là soient destinés à la ferme à ergol et non pas au parc à réservoirs de Massey, comme certains le soupçonnaient dès leur arrivée. Selon NASA Spaceflight, ces 2 réservoirs devraient venir en remplacement suite aux modifications effectuées sur le réseau cryogénique. Affaire à suivre. Faisons à présent un point sur les prototypes, et non, je n'ai pas oublié les stars du moment, le S-28 et le B-10 qui sont bien sur le site de lancement, mais on revient les voir dans quelques instants. Concentrons-nous donc d'abord sur le B14, auquel vous pourriez bien vous intéresser dans quelques mois, en tout cas autant que vous vous intéressez au B10 actuellement, puisqu'il constitue quand même l'avenir proche du Starship et qu'il sera bientôt lancé. Avec ici l'une de ses sections arrière, qui attend patiemment d'être prise en charge juste devant le premier méga B, pour aller sous peu rejoindre ses petits camarades de segment déjà assemblés dans le gigantesque hangar. Notez qu'en plus de la porte installée récemment par les ouvriers de la Starbase, un brouillard épais s'est encore invité sur le site la semaine dernière. Notez que cette section arrière du B14, qui a émergé de la Star Factory la semaine dernière, ne porte pas les marques des nouvelles soudures observées sur la section arrière du B10.
Alors c'est un fait intéressant parce qu'on devine que SpaceX souhaite d'abord voir dans quelle mesure ces soudures se seront révélées efficaces lors du 3e vol, avant même de réitérer cette modification sur les prochains boosters. Il faudra suivre cela de près. Le B-14 n'a pas été le seul à être sollicité ces derniers temps, avec en cette fin de semaine le S-29, toujours sur le pas de tir suborbital, qui en a profité lui aussi pour faire quelques exercices. En effet, le prototype a fait une séance de stretching, étirant allègrement ses ailerons arrière et avant. On devrait bientôt le voir exécuter en toute logique, comme le S-28 avant lui, un spin prime test qui consiste à faire tourner les moteurs sans les allumer. Ensuite, si tout est normal, le prototype enchaînera probablement avec un tir statique. Le S-29 est donc prêt pour une campagne de test et peut-être que samedi soir, quand vous regarderez cette vidéo, il l'aura déjà entamé. Allez, venons-en aux stars du moment. Comme promis, des stars que vous avez d'ailleurs aperçues derrière le S-29 à l'instant et qui patientent sur le pas de tir où les derniers préparatifs pour le 3e vol sont en cours. Vous avez dû remarquer qu'on vous a laissé mercredi dernier avec les 2 étages assemblés et là vous les retrouvez tous les deux séparés à nouveau. Mais vous y êtes habitués, l'entreprise prend d'énormes précautions avant chaque lancement et s'applique à ne laisser subsister aucun doute quant au bon fonctionnement de ces prototypes, et ceci bien sûr afin d'éviter toute catastrophe. Dans ce contexte d'ailleurs, les ouvriers de l'entreprise se sont attelés à prodiguer les dernières maintenances et vérifications sur le booster. Les points de stabilisation de ce dernier, fixés à l'OLM, la table orbitale, lui ont été retirés comme cela avait été le cas lors des dernières tentatives. Toujours dans la même optique, un grid fin a également été retiré, ou devrais-je dire arraché à son propriétaire, afin sans doute de le remplacer par la suite. Côté S-28, les enjeux sont les mêmes, mais ne s'expriment pas de la même manière. En effet, le bouclier thermique, dispositif essentiel à la survie même du vaisseau Starship, qui pour rappel lors de sa rentrée atmosphérique devra être en capacité de survivre à des températures infernales, a été par conséquent maintes fois vérifié et revérifié par les employés de SpaceX, qui se sont affairés ces derniers jours autour de l'armure, composée de milliers de tuiles noires qu'on a trop souvent vu être éjectées lors des précédents vols. C'est donc en toute logique qu'une attention toute particulière leur est portée, car de ce bouclier thermique dépend réellement la réussite totale du prochain lancement. Et pendant que tout le monde reste concentré sur le S-28 et le B-10, pendant que les annonces pleuvent sur les réseaux et que tout le monde prépare son live pour le 3e vol, dans l'ombre des hangars, à l'intérieur et à l'extérieur de la désormais très célèbre pouponnière à prototype, un travail titanesque se poursuit sur le site de production. La Star Factory donc continue de se vêtir de bardage et poursuit sa croissance en avalant des tonnes d'acier afin de consolider son ossature. Le monstre a faim et ça tombe bien parce qu'il va falloir accoucher de prototypes sans discontinuer. De même sur le chantier pour les futurs bureaux de la Starbase de Boca Chica. L'entreprise accélère le mouvement sur ces travaux-là et pour cause, il va falloir rendre chaque site opérationnel très rapidement avec des zones de production, des parties réservées à l'administratif, des parkings, des zones de test, etc. Autant vous dire que si l'entreprise compte réellement effectuer 9 lancements cette année, mieux vaut qu'elle soit en mesure de bénéficier d'une organisation sans faille. Rendons-nous pour finir sur le site de Massey, qui dans l'ombre également de cet événement que nous attendons tous, continue de faire sa mue. Des progrès significatifs ont donc été accomplis sur le futur stand que l'on soupçonne de servir à l'avenir pour les tirs statiques des prototypes. Chrome Kiwi, comme à son habitude, développe cette idée au travers de rendus convaincants, d'autant que ce qu'il soupçonne être un déflecteur de flammes prend de plus en plus forme. En effet, il imagine un stand roulant conçu exclusivement pour les engins, qui viendrait se placer au-dessus de la fosse dans laquelle serait disposé le déviateur. Alors oui, effectivement, le terrain n'est pas idéal pour des tirs statiques, mais l'entreprise a tout de même réalisé de nombreuses prouesses techniques ces derniers mois, donc pourquoi pas une de plus? Affaire à suivre. Enfin, les fameux réservoirs rouillés que SpaceX s'est fait livrer le mois dernier ont finalement trouvé leur place sur le site de Massey. Ils vont être nettoyés et recevront sous peu une bonne couche de peinture. Notez que s'ils sont rouillés ainsi, c'est parce qu'ils datent de 1979, et oui, chez SpaceX, rien ne se perd, tout se transforme. Et le plus intéressant ici, c'est qu'il semblerait que ces gigantesques réservoirs soient des réservoirs d'eau. Donc oui, cela tiendrait à prouver que la thèse des tirs statiques sur place est bien valable. En effet, ces réservoirs d'un autre temps pourraient très bien servir pour un déluge, qui viendrait compléter ce fameux déflecteur de flammes, mais là encore, tout n'est que supposition, élucubration et projection. Oui, je dis 3 fois plus ou moins la même chose, c'est mon côté poète, désolé, il fallait un rythme ternaire parce que c'est super satisfaisant pour l'esprit. D'ailleurs, le 3 en général, c'est un super bon chiffre. Espérons juste que SpaceX ne me fera pas mentir.
Voilà les terriens, merci encore de nous avoir accompagnés pour notre traditionnel tour d'inspection des dernières avancées sur le programme Starship. D'ailleurs pour information, après le 3e lancement de SpaceX, nous arrêterons de publier en double sur les 2 chaînes, ayant bien pris en compte vos nombreuses remarques sur le sujet. Merci encore pour votre participation, vos nombreux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne, donc du journal de la Starbase, d'activer la cloche de notification et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouverez bien sûr Quentin dès ce lundi pour de la pure culture spatiale. A très bientôt les terriens.